Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien, pour comprendre la France, il faut sortir de la France, surtout en ce moment. Ce qui se passe en Argentine, ce qui se passe en Hollande avec la victoire du parti de Geert Wilders, ce qui se passe entre Israël et la Palestine avec la négociation sur les otages, ce qui s'est passé il y a 10 ans à Kiev au moment de l'insurrection de Maïdan et du coup d'État du Maïdan, tout ça, on en parle tout de suite et vous allez voir, attachez vos ceintures. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Oui, tu reviendras bientôt. Vous savez, quand un soldat part en guerre, il a des taches chansons et des fleurs sous les bras. Quand il revient de guerre, il a quelques linges sales et puis voilà. L'autre chanson, quand un soldat. Mais effectivement, le soleil brille, mais d'abord il ne brille pas pour tout le monde, hélas, et puis surtout, qu'est-ce qui se passe vraiment? On va en parler avec Éric Dénessé, qu'on est toujours content de recevoir, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement, et il sort un livre, Le Centre, à la mi-décembre. Je crois que ça va être intéressant. Ukraine, la guerre américaine. Vous allez encore vous faire des amis, Éric Dénessé, mais vous avez l'habitude. En fond, je dis, on va pas établir un lien, on va pas faire des simplifications et des schématisations, mais quand même, cette victoire tout à fait spectaculaire du parti de Geert Wilders, le parti de la liberté, il est là depuis très longtemps, hein, Geert Wilders, c'est pas comme le Javier Milei, qui vient d'arriver et qui aussi a tout cassé en Argentine. Je rappelle, 56% des voix, et je rappelle, quand même, et moi, personnellement, j'aurais vraiment souhaité ça pour la France, que l'élection est obligatoire. Le vote est obligatoire en Argentine, faut le savoir. Ça. Et puis, les 10 ans de l'insurrection du Maïdan, qui a tout changé en Ukraine et qui a provoqué un certain nombre de choses dont on va parler. Et enfin, évidemment, Israël, Palestine, l'échange des otages, enfin, la négociation sur les otages et les prisonniers palestiniens. Éric Dénessé, au fond, qu'est-ce que ça traduit aujourd'hui, cette espèce de formidable bouleversement auquel on assiste? Je crois que ça traduit une évolution géopolitique majeure, parce que pendant 30 ans, entre la chute du mur de Berlin et le début de la guerre en Ukraine, on a été dans un monde dont on ne voyait pas tellement les tenants et les aboutissants. Et il se passe aujourd'hui finalement que tous ces mouvements de fond qui étaient en gestation sont en train d'émerger tous en même temps. Et il y a un deuxième phénomène très original qu'on ne connaissait plus depuis 3 ou 4 décennies, c'est qu'il y a une interconnexion complète à la fois de ces évolutions et des conflits. Que ce soit la montée de certains mouvements populistes en Europe, que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit la guerre au Proche-Orient, que ce soit la guerre dans le Caucase du Sud, la montée en puissance des BRICS, la dédollarisation, tout ça est en train de se connecter. On a 2 solutions, ou on va vers un chaos, ou on va vers un nouveau monde et une nouvelle forme d'organisation des relations internationales. On est pour l'instant sur le fil du rasoir. Oui, et c'est ça, on voit très bien que vraiment les plaques tectoniques ont bougé, que le bouleversement est là. Mais alors, que signifie, parlons de l'Europe, commençons un peu par l'Europe. Cette victoire quand même, 39 sièges du parti de Geert Wilders, qui lui, ouvertement, il est pour la remigration, pour stop à l'islamisme. Il l'a été depuis 25 ans, 30 ans. D'ailleurs, on le sait, les Pays-Bas. Alors, est-ce que c'est une spécificité Pays-Bas ou ce mouvement est en train de gagner? En tout cas, on voit ce qui se passe en Hongrie, d'un autre côté, avec Viktor Orban. Est-ce que ça gagne une partie de l'Europe? Comment vous le... Oui, c'est le signe, effectivement, qu'on est face à un mouvement de fond dans toute l'Europe. On l'a vu avec Orban d'abord, on le voit avec Fico, on l'a vu avec Mélanie, parce que c'est quand même l'élection de quelqu'un de très conservateur. Les Pays-Bas, c'est pas nouveau. Il y a très longtemps que Wilders est dans la politique. On se souvient des actions qui avaient été conduites contre Pim Fortuyn, le réalisateur de cinéma. Qui avait été assassiné par un islamiste. On oublie que c'est aux Pays-Bas que la population a attaqué des mosquées. Donc il y a eu des le seuil de réaction des nations n'est pas les mêmes, n'est pas ce qu'en France on accepte parce que nous avons des liens beaucoup plus anciens et profonds avec les pays du Maghreb. Les Néerlandais ne l'acceptent pas. Mais il faut aussi regarder ce qui se passe en Allemagne, où la AfD continue de progresser, en Suède, où de plus en plus on voit les policiers qui sont dépassés par les niveaux de violence qui existent. Ouais. Alors, il y a on regarde ça en tant que neutre, nous, mais il y a 2 façons de le voir. On est dans le catastrophisme, j'ai envie de dire, ultra-gauche, et on compare ce qui est en train de se
passé à 1933, où on est un peu plus mesuré, on se dit mais finalement pourquoi l'ensemble des peuples européens aujourd'hui en viennent à ce genre de vote? C'est donc qu'il y a toute une série de problèmes qui n'ont jamais été traités par nos différents gouvernements dans l'ensemble des pays de l'Union. Et on peut dire qu'effectivement, le passer la poussière sous le tapis, se repasser la patate chaude en disant on verra la prochaine réélection et se dire circuler, rien à voir, c'est peut-être pas la meilleure des politiques. Mais bien sûr que non, le problème de l'immigration, le problème de l'islamisme radical remet tellement en cause l'ensemble des sociétés européennes que, eh bien, on voit émerger partout ces différents mouvements. Alors, certains peuvent être tout à fait critiquables parce qu'ils sont vraiment extrémistes, et d'autres qui sont qualifiés de manière tout à fait exagérée d'extrême droite sont des mouvements conservateurs, pas nécessairement xénophobes non plus. Être contre la défense de ces cultures ne relève pas de racisme pur et dur comme on essaie de le faire croire trop souvent. C'est ça, et ne pas dire que si vous mettez un drapeau français sur votre balcon, vous êtes automatiquement à la droite d'Adolf Hitler, c'est peut-être pas forcément vrai. Écoutez, malheureusement, notre monde est de plus en plus un monde d'interdiction et de réduction, que ce soit sur l'analyse de la crise ukrainienne, le conflit de Gaza, on est obligé de choisir son camp, et dès qu'on est neutre, celui qui n'est pas avec nous et contre nous, on est obligatoirement rebasculé dans le camp adverse. Alors justement, Éric Dénessé, vous parlez de l'Ukraine, on célèbre, on peut dire, on se rappelle aujourd'hui, presque jour pour jour, les 10 ans de l'insurrection de Maïdan, où un président tout à fait élu légitimement était renversé. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que dire que c'est la CIA derrière, notamment, et peut-être George Soros, ce n'est pas une fake news totale. Non, et j'ai envie de dire, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas une insurrection, c'est vraiment un coup d'État. C'est un véritable coup d'État, comme les Américains ont eu l'habitude d'en faire depuis les années 50, pour faire de ce qu'ils appellent le regime change. Ça a été bien sûr soutenu par George Soros. Vous le disiez très justement, Yanukovych, qui certes est à peu près aussi corrompu que tous ses prédécesseurs, Timochenko, Yurchenko, Porochenko et quelques autres, n'était sûrement pas un homme très respectable, mais il avait été élu légalement lors des élections avec des observateurs européens et de l'OSCE, et donc il a été renversé un an avant la fin de son mandat. Donc on peut se dire pourquoi est-ce que les électeurs n'ont pas attendu une année de plus pour le débarquer de manière classique. C'est donc bien, ça ne fait plus aucun doute aujourd'hui, un coup d'État monté par les Américains dans lequel la CIA a joué un rôle majeur, mais il n'y a pas qu'elle. Mais quel était l'intérêt des Américains? Parce que tout a découlé de là, le Donbass, etc., puis l'invasion russe. Les Américains, d'une manière parfois assez incompréhensible, ont à l'esprit depuis le début des années 2000 que le défi principal pour eux sera la Chine. Donc leur but était de dire il faut que nous réunissions sous notre direction l'ensemble des ressources du monde occidental pour être capable un jour de faire face à la menace chinoise. Et donc, au lieu de s'allier... Ils pensaient déjà à la Chine, c'était l'obsession. Depuis la fin des années 90, ils pensent à la Chine. Ouais. Et au lieu de s'allier avec Moscou, en essayant d'avoir un partenariat réel, leur but c'était de mettre la main sur les ressources soviétiques et d'avoir une espèce de régime pro-occidental totalement inféodé aux États-Unis. Donc, même démembrer la Russie. Alors on le dit, mais Brzezinski était pas loin de ça. Voilà. Mais ils l'ont dit aussi sur le Moyen-Orient, et pour l'instant jamais rien de tel n'a été fait. Ouais. Donc il y a cette vraie logique d'apprenti sorcier des Américains, et principalement des néoconservateurs, qui a été un échec au Moyen-Orient d'une part, et qui est aussi un échec vis-à-vis de la Russie, vu la situation déplorable en Ukraine avec la pantalonnade qui a été cette contre-offensive de Kiev. Oui, et on a vu ce que ça a donné. Alors Éric Dénessé, sans faire de pronostic et sans faire surtout d'analysative quand même, est-ce qu'on peut dire que c'est plié entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, alors où nous parlons? Pour moi, c'est difficile à voir, parce qu'effectivement, malgré tout, on ne peut pas dire qu'il y a une victoire brillante de la Russie. D'un côté, on voit que ça a été un échec patent que cette contre-offensive. De l'autre côté, les Russes sont sur des positions défensives. Est-ce qu'ils vont être capables de faire une rupture? Est-ce qu'ils le veulent? Finalement, c'est très difficile à lire. J'entends beaucoup d'analystes qui avancent des points de vue divers et variés, y compris sur les pertes en hommes et en matériel. Je reste très quand même, les pertes sont très disproportionnées. Oui, il y a 500 000 morts du côté de l'Ukraine, pas les chiffres exacts, et beaucoup moins du côté des Russes. Alors, mais certains disent qu'il y a plus de victimes russes, ce qui pour moi est un non-sens. On ne peut pas, je ne sais pas si les proportions sont de 1 à 2 ou de 1 à 8, mais les Russes ne peuvent pas, j'ai presque envie de dire mécaniquement, avoir plus de victimes que les Ukrainiens, vu la configuration de la conflictualité. Mais il y a quand même des questions qui se posent. Les milieux militaires avec lesquels on échange sont assez impressionnés par les capacités d'adaptation russes, parce que comme très souvent au début d'un conflit, les Russes ne sont pas toujours au point, loin de là.
zone-là. Et en un peu plus de 18 mois, ils ont réussi à moderniser leur tactique, à moderniser un certain nombre de choses, la guerre électronique, et à véritablement progresser. Donc ce sont des choses que l'on regarde aussi, alors que côté ukrainien, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de modifications majeures dans la tactique employée au combat. Et du côté du Proche-Orient, où on est en pleine négociation, enfin, les négociations ne veut pas dire cesser le feu, hein. Il y a une trêve de 4 jours, on verra ce qui va se passer. Pour vous, c'est quand même, d'abord on peut dire c'est une guerre de 100 ans ou presque. Est-ce que ça va durer, à votre avis? Vu la politique qui a été choisie par le gouvernement israélien de taper sur Gaza de cette manière, malheureusement, moi j'ai le sentiment que ça ne résoudra rien. On aurait pu tout à fait comprendre que les Israéliens, comme dans le cadre de la vengeance de Munich, décident d'éliminer tous les membres des brigades Al-Qassem, y compris leurs familles, même si sur un plan éthique c'est discutable. Mais cette manière de s'en prendre à la totalité de la population... Oui, mais ils disent, ils disent qu'ils sont, comment dire, immergés dans la population. Bien sûr, c'est vrai, mais ça veut dire que la prise en compte des dommages collatéraux est un problème qui n'existe pas pour nos amis, nos partenaires israéliens, parce que ce sont nos alliés, mais c'est aussi pour ça qu'ils sont de plus en plus critiqués. Et je dirais, quand bien même les chiffres donnés par le Hamas sont faux et démesurément exagérés, mais je pense qu'il faut les diviser par deux, on doit constater que les Israéliens ont fait plus de victimes civiles en un mois à Gaza que les Russes n'en ont fait en Ukraine. Oui, non, il y a en tout cas un problème qui est terrible, parce que d'un autre côté, évidemment, pour eux, c'est une question de survie et de savoir, parce que, et ça, on pourra en discuter pendant des heures, on en rediscutera, effectivement, quid de ces pays et comment arriver à une entente. Et moi, enfin, personnellement, je ne suis pas le seul, je crois que la solution à 2 États est la seule qui peut, un jour, amener quelque chose qui ressemble à la paix. Alors je crois que tout le monde est d'accord sur ce point, sauf les Palestiniens et les Israéliens, puisque là on a finalement des... Oui, les Palestiniens veulent que les Israéliens disparaissent. Voilà, et donc les Israéliens sont tout aussi, en tout cas le gouvernement Netanyahou, tout aussi extrémistes de son côté, en continuant la colonisation en Cisjordanie, et pourquoi pas peut-être la reprendre à Gaza. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a quand même des dissensions profondes dans la société israélienne, notamment depuis... C'est quand même une démocratie. C'est une démocratie, et il suffit de lire le grand quotidien Haaretz pour en prendre vraiment conscience. Il y a des analyses d'une grande qualité, des critiques contre Netanyahou qui sont vraiment très fondées. Voilà, on a aujourd'hui un gouvernement presque quasiment d'extrême droite fondamentaliste en Israël qui est responsable assez directement des événements du 7 octobre. Et bien sûr, Netanyahou fait tout ce qu'il faut pour essayer d'emporter une victoire éclatante pour ne pas être poursuivi en justice dans les semaines qui viennent. Et de l'autre côté, il y a autant d'extrémistes qui veulent aussi l'éradication. Enfin, c'est sans fin, mais espérons qu'on arrivera à une solution. Alors, dernière question, Eric Délaissé, parlons un peu de la France et de cette politique étrangère de la France et comment elle est perçue. Et franchement, ce n'est pas être anti-macroniste primaire, ni d'ailleurs secondaire, de dire qu'on ne comprend pas très bien, pas seulement sur le Proche-Orient, mais sur le reste, la position de la France. Mais écoutez, pour moi, il n'y a pas de politique étrangère française. Il n'y a pas de politique étrangère française, elle n'est pas lisible. Il faut rappeler que, indépendamment de ce qu'on pense de l'homme, Emmanuel Macron est arrivé à l'Élysée sans aucune expérience internationale. Les questions géopolitiques, les questions d'affaires étrangères n'ont jamais fait partie de sa sphère d'intérêt. Alors certes, depuis 7 ans, il est au cœur de ses dossiers par un certain nombre de sujets. Mais on voit le nombre d'erreurs qu'il commet, que ce soit avec Poutine, que ce soit avec le roi du Maroc. Notre politique est totalement alignée sur celle des États-Unis. Je crois qu'il faut être extrêmement clair sur le sujet. Je dirais la seule initiative qui sort un petit peu de ce marasme, c'est le soutien de la France à l'Arménie, puisque nous avons été quasiment le seul État à nous positionner sur ce dossier. On voit d'ailleurs aujourd'hui l'Azerbaïdjan essayer de s'en prendre à la France par des désinformations, par des menaces à peine voilées. Mais en dehors de ça, notre politique est absolument illisible et inexistante. J'ajouterais que, est-ce que le président écoute vraiment les diplomates du Quai d'Orsay, à part sa petite cellule de l'Élysée chargée des affaires diplomatiques? Est-ce qu'il écoute véritablement les gens des services? Ce ne sont pas les retours que nous avons. Apparemment, d'ailleurs, il n'a pas avec le Quai d'Orsay les yeux de chimène, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en plus, n'oublions pas qu'il a détruit le corps diplomatique, il a dissous le corps diplomatique, et effectivement, il conduit sa politique de manière tout à fait personnelle et individuelle, et c'est pour ça que c'est dur en même temps, mais dans le pire sens du terme. C'est assez préoccupant. Merci beaucoup, Eric Délaissé. Et on reparlera de votre livre de l'Ukraine, la guerre américaine. Merci Eric Délaissé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. On va se retrouver dans